Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est nouveau député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Nous allons parler de votre élection en Seine-Saint-Denis, de votre fierté, vous l'avez dit, d'entrée à l'Assemblée nationale. Mais avant, nous allons reparler des emplois supposés ou soupçonnés être fictifs du MoDem. France Info apporte un nouveau témoignage ce matin, un ancien salarié du MoDem qui dit « J'étais payé pour partir par le Parlement européen, mais le travail pour le Parlement européen était faible ». On l'écoute. Ce que j'ai pu vivre, c'est que les parlementaires à plusieurs finançaient des temps partiels d'assistants parlementaires qui ne fournissaient aucun travail pour le député. Les temps partiels qui étaient financés par l'Europe servaient à servir les ambitions de François Bayrou. Voilà, c'est un témoignage exclusif recueilli par Élodie Guéguen du service investigation de Radio France. Est-ce que votre parti, le parti de gauche, maintenant la France Insoumise, a eu des députés européens depuis 2009, est-ce que ça vous choque ce qu'on reproche au MoDem ou est-ce que vous avez fait un peu la même chose? Non, ça me choque. Il faudra exactement savoir ce qu'on reproche au MoDem. Parce que j'entends par exemple là l'expression servir les ambitions de François Bayrou. Si c'est des assistants parlementaires qui sont au service d'un député qui a une expression politique qui peut être multiforme, y compris pas forcément seulement dans le Parlement européen. Vous savez, par exemple, dans les assistants parlementaires que nous avons, vous savez qu'il y a des assistants parlementaires dits de circonscription, par exemple. Bon, ça ne me choque pas. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon traite du traité constitutionnel européen ou s'oppose au TAFTA, que la personne soit au Parlement européen installé en permanence ou qu'il soit aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il travaille pour le député européen. Ce qui est choquant, si jamais ça s'avère vrai, c'est si les assistants parlementaires deviennent en réalité des permanents de parti. Là, effectivement, il y a un dévoiement de l'utilité. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut analyser et savoir. Mais quand Jean-Luc Mélenchon défile contre la loi El Khomri, si les assistants au Parlement européen lui ont filé un coup de main pour... là, ça ne va pas. Non, si Jean-Luc Mélenchon défile contre la loi El Khomri qui est imposée par Bruxelles à la France, c'est un rôle politique. Bien sûr, c'est un rôle politique. Donc le problème, il est très clair, Jean-Michel. Soit ce sont des assistants qui aident un député dans sa fonction globale, et quand vous parlez de l'Europe, vous parlez de choses multitâches. Vous parlez du développement des énergies renouvelables, vous parlez d'une chose qui a un lien avec la question européenne. Donc ça, ce n'est pas répréhensible, ça l'est si c'est déconnecté totalement du travail du député, et ça sert en gros de permanent politique. Voilà, c'est ça le problème. Mais vous arrivez, vous voyez bien, on arrive toujours, quand on est un peu malin, à faire le lien. Ce que vous venez de faire sur El Khomri, c'est vrai, mais on peut dire ça, mais on peut trouver 10 exemples où ça va être juste de l'ajustement. Justement, toute la question... C'est hyper subtil. Oui, c'est hyper subtil, mais si vous avez un assistant parlementaire qui n'est jamais avec le député, qui ne sert jamais le député, qui en réalité a une fonction de permanent administratif d'un parti, voilà, c'est un problème. C'est ça que la justice doit arriver à discerner. Alors, en plus de ça, si c'est un système organisé, parce que là on parle du MoDem, j'aimerais bien qu'on parle du Front National aussi, parce que là c'est beaucoup plus d'assistants parlementaires. Si c'est un système organisé qui vise à faire en sorte qu'un parti fonctionne grâce à des subsides qui ne sont pas prévus pour ça, voilà, il y a problème. Et chez vous, tout a été clair? Écoutez, oui. D'accord. Vous comprenez ou vous regrettez que 3 ministres aient quitté le gouvernement, alors même qu'il n'y avait pas de mise en examen et qu'il n'y avait au fond qu'une suspicion dont peut-être la justice dira qu'elle n'a aucun contenu illégal ou répréhensible? Déjà, notons que les raisons ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes pour M. Ferrand que pour le MoDem. Non, je parlais du MoDem. J'ai bien compris. Je parlais de Sylvie Goulard et de Marielle de Sarnez et François Bayrou. Oui, il me semble que... De toute façon, c'est aussi déjà la décision d'Emmanuel Macron, parce que les départs, si j'ai bien compris, auraient pu être sinon des démissions forcées. Moi, je pense que ça indique surtout une chose. Sylvie Goulard, ça a l'air d'être sa décision à elle. D'accord. Bon, peut-être. Mais enfin, en tout cas, je note surtout une chose, c'est que 4 ministres qui se retirent alors que ce n'était pas prévu, ça montre quand même que derrière la République exemplaire, il y a en réalité la continuité de certains fonctionnements de la Ve République qui facilite, à mon avis, de par la présidentialisation et la personnalisation politique qu'elle induit, qui facilite, c'est le contraire. je pense... Non, c'est pas le contraire. Peut-être pour vous, mais pour moi, je pense qu'elle le facilite. Il serait resté si c'était la vieille politique. Ouais. Non. Richard Ferrand, ça n'a rien à voir avec la 5e. Voilà, ça c'est trop simple. Si il y a des départs comme ça, c'est bien que quelque part, M. Macron s'est installé avec des hommes qui sont finalement la continuité des politiques qui ont été faites sous la Ve République. Et je pense que ça illustre le problème qui va être le sien. Je crois qu'on ne peut rien réformer, on ne peut rien changer dans ce pays dans un pouvoir tel que la Ve République. Nous sommes, vous savez, pour la révocabilité des élus.
élus, qui Bien sûr. permettrait par exemple de résoudre aussi ce genre de problème, soit parce que des élus ont effectué quelque chose de moralement Ce sont des, répréhensible et que les ce électeurs sont le des souhaitent. ministres, ce ne sont pas des élus. Oui, d'accord. Si je puis me permettre, c'est pas D'accord. pareil. Oui, enfin, attendez, parce qu'à priori, chez les élus de En Marche, je crois savoir qu'il y a pas mal On d'affaires parlait qui des sont en train de ministres. se faire. Oui, tout Voilà. à fait. Je crois qu'on ne peut rien modifier, notamment dans le rapport entre la politique et l'argent, ou la politique des relations personnelles, avec la continuité de la Ve République. C'est pour ça que nous, on veut passer une Sixième République, dans lequel, j'allais dire, on revient à un principe vertueux établi comme une pierre, j'allais dire, incontournable de la République dans laquelle nous voulons vivre. Justement, Monsieur Coquerel, sur cette histoire de révocation des élus, comment ça se passerait là concrètement si on Ça, était dans c'est la très- situation? Là, vous avez Marielle de Sarnez en face de vous, qui est députée, qui est élue, qui va diriger le groupe MoDem, qui a quitté le gouvernement pour les raisons qu'on sait. Qu'est-ce qui se passe du coup? Nous, le principe est assez simple. On le prend notamment, on copie sur les États-Unis américains. C'est Il le y a côté plusieurs pratique. États. C'est le côté Vous avez- pratique. comment C'est pas le principe, c'est le côté pratique que Oui, vous je reconnaissez vous bien. explique si j'ai compris, Allez-y. Jean-Michel Abati. Donc, à partir du mi-mandat, par exemple, vous estimez à une période, vous estimez que selon un nombre de pétitionnaires qui représentent, je veux dire, par exemple, 20% du corps électoral, vous pouvez avoir De la consul- circonscription. Oui, de la circonscription, D'accord. vous pouvez avoir la convocation d'un référendum révocatoire. Et si l'élu est révoqué, on repasse à nouvelles élections. Et c'est quelque chose Mais ça, vos adversaires vont facilement réunir 20%. Alors d'abord, ils peuvent effectivement faire, mais C'est ils curieux peuvent comme effectivement établir. méthode. Non, ils peuvent établir 20%, mais après il y a le référendum. Et si il s'avère que c'est uniquement quelque chose qui a été, j'allais dire, conçu, concocté pour des fins politiciennes, en général, le référendum révocatoire se termine bien. Monsieur Chavez, dont vous nous avez souvent parlé, a fait plusieurs fois ça. Et il y a eu 2 référendums révocatoires, il a gagné les 2. Bon, voilà. Donc un référendum révocatoire, c'est pas très grave que les gens votent pour juger. Non pas seulement d'ailleurs des questions morales, mais ça peut être autre chose. Ça peut être François Hollande qui fait une politique inverse à ce pour laquelle il a été Donc élu. ça peut aller jusqu'au président. Bien sûr, et c'est plutôt, j'allais dire, une respiration démocratique qui permet, j'allais dire, un contrôle populaire qui là, en plus, dans cette République, est vraiment, vraiment trop problématique. Très, très Il y a- vigile. il y a un autre élément que je voulais dire quand même dans la Sixième Rapidement, République, telle que je la Ouais. vois, c'est que je pense qu'il faut en finir avec la professionnalisation de la politique. La politique, ça doit rester un engagement. Ce qu'il faut être drastique sur le non-cumul des mandats. C'est sain que les gens reviennent dans la vie professionnelle, ou comme moi, l'ai été pendant 40 ans, et puis prennent un jour un mandat. Ce qui n'est pas sain, c'est qu'on rentre à 20 et quelques années dans la politique, et on en ressorte à 70 ans Ça, en n'ayant dépendu que ça. Vous le direz à qui vous savez. Hein. Oui, bah écoutez, Il je s'appelle- constate il une s'appelle- chose, il je se constate prénomme une chose, Jean-Luc, il c'est que s'appelle Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon. il a su rompre avec un confort établi qui était celui du Parti Socialiste, D'accord. qui n'était pas le Parti Socialiste d'aujourd'hui, et que manifestement, il l'a fait sans se préoccuper de sa carrière à venir et de ses fonctions d'élu, je vous le rappelle, puisqu'il a quitté un poste de sénateur pour être élu au suffrage universel en tant que député européen, ce qui, Et- à l'époque, était un Enfin, sacré risque. il est rentré à 20 ans dans la politique et à 66 ans, il est toujours. Oui, mais ça, c'est autre chose. Non, Attendez, Thomas attendez, Papy. attendez, Moi, je suis, attendez, je suis dans la attendez. politique depuis 14 ans. Je suis engagé dans la politique depuis Pas faire une 14 pause dans ans. les Le qualités. problème n'est pas d'être engagé dans la politique. Le problème, je vous le dis, c'est un fonctionnement de système que l'on doit modifier. Et Jean-Luc Mélenchon est le premier à le souhaiter. Je vous rappelle que s'il a été élu Et président de la République, il aurait été le dernier président de la République. Et cette conversation se poursuit dans une minute, il est 8h41. Édouard Marguier pour l'essentiel. Un ancien assistant parlementaire d'une eurodéputée MoDem répond à François Bayrou. Et c'est une information France Info ce matin qui fait avancer cette affaire des soupçons d'emploi fictif. Il accuse François Bayrou de mensonge. Pour lui, il y a bien eu un système de financement du parti alors que le président du mouvement démocrate répète que c'est faux. Cette cellule djihadiste était réputée comme l'une des plus dangereuses. Verdict dans le procès de la filière Cantorsi. 2 des 20 accusés ont été acquittés. Les autres sont condamnés à des peines allant de 1 à 28 ans de prison. La CGT est inquiète de l'avenir de Michelin à Clermont-Ferrand. Le géant du pneu a annoncé la suppression de 1500 emplois en France d'ici 2021. 1 millier rien que pour le siège auvergnat. La direction veut être plus compétitive. Ces suppressions seront des départs en retraite non remplacés. Le 8 mai des Français sur la GPA. France Info diffuse un sondage IFOP pour l'association des familles homoparentales. 60% des interrogés sont favorables à la gestation pour autrui pour les couples hétéros. En revanche, 44% le sont pour les couples homosexuels. Le pire de la canicule est maintenant derrière nous. Plus que 13 départements du centre-est sont en vigilance orange. Météo France prévoit le retour des températures normales aujourd'hui. France Info. Éric Coquerel est avec nous sur France Info jusqu'à 9h et la question c'est vous, Gilles Bernstein. Vous avez été élu député de Seine-Saint-Denis dimanche dernier et vous avez fait mardi, je crois, votre entrée à l'Assemblée nationale. Ceux qui nous regardent à la télévision sur le canal 27 voient les images. Vous avez dit que vous étiez très ému d'être député. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Parce que pour moi, c'est le plus beau mandat qui existe. Voilà, député de la nation et du peuple français pour
faire les lois, voter la confiance au gouvernement, avoir une action, c'est, je trouve, le plus beau des mandats. Donc voilà, j'étais ému. Et en plus, j'étais spécialement ému d'être député de la circonscription dans laquelle je me suis présenté, qui est très riche, qui est pour moi un peu le symbole de la Nouvelle-France. Première circonscription de Seine-Saint-Denis. Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, Sud-Saint-Denis, Épinay, et qui est très diverse, à l'image du 93, et dans lequel moi j'ai un objectif, et que j'ai commencé à faire pendant cette campagne, puisqu'on a fait campagne jusqu'à 2-3 heures du matin dans les cités pour convaincre des gens de voter, ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et qui ne revotaient pas la législative, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai gagné, c'est de faire en sorte justement qu'il y ait une implication citoyenne et politique de ces acteurs des quartiers, parce qu'on ne modifiera rien dans la vie politique. Comment ? Ça a été un peu raté, il y a eu une abstention écoutez, massive. je suis élu en face de vous, donc c'est pas si raté que ça. Bien sûr. Sur la mobilité. J'avais raison, il y a l'abstention. Vous avez raison. De m'agresser. Non, je vous agresse pas. Vous parliez de mobilisation. Je vous agresse pas. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout agressif. De l'abstention. Oui, je réagissais juste au fait que c'est raté. Si c'était raté, oui, mais comme si c'était raté, comme j'ai été chercher, vous saviez que j'avais 12 points de retard. Donc si j'ai été chercher mes électeurs à la fois dans ceux du premier tour, mais également dans les abstentionnistes, en partie. Et notamment, je le constate dans les bureaux de vote très populaires où il y a eu un afflux de vote entre le premier et le deuxième tour, j'y suis arrivé en partie. Maintenant, vous avez raison de dire, et c'est un des vrais problèmes, qu'une assemblée élue avec 57% d'abstention, et vous 67%. Absolument, c'est un vrai problème. Et j'allais dire que c'est tout le problème aussi de la présidentialisation accrue de ce régime et du fait qu'on a aujourd'hui une assemblée nationale, du coup, très mal élue, ce qui va poser des problèmes dans le quinquennat. Et donc, mardi, Jean-Luc Mélenchon était avec vous, il a tenu une conférence de presse et il a un peu gâché la fête avec des propos qui lui ont été beaucoup reprochés. On l'écoute. Il y a beaucoup des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi, j'ai vu le matheux là, je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre, parce qu'il le sait pas tout simplement, il sait pas ce qu'il y a dedans, il sait pas que la journée de 8 heures, c'est 100 ans de lutte, le gars il croit que ça a toujours été comme ça. C'est le mépris des autres qui est frappant dans cette intervention. Ah oui. Il sait pas. Comment on sait qu'il ne sait pas ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il aurait fallu remonter au début de l'interview, parce que j'étais à côté de Jean-Luc à ce moment-là. C'était un montage Non, je ne dis pas que c'est un montage, je vous dis que c'est un extrait. Donc, comme vous m'interrogez pour éclairer les auditeurs, je vais essayer de le faire. Jean-Luc, à ce moment-là, est en train de discuter et dire qu'on va essayer de convaincre des députés d'En Marche, d'accord, y compris de la nocivité de la loi travail. Et qu'après tout, vu qu'il y a une grande diversité dans les élus d'En Marche, on ne va pas partir sur l'idée qu'on ne peut pas les convaincre. Et il part là-dessus, il part sur le matheux, qui pour lui n'a rien d'insultant, il appelle comme ça son directeur de campagne, Manu Bompard, le matheux, et il dit, le matheux qui ne connaît pas le code du travail, ce qui d'ailleurs s'est avéré vrai dans l'interview que vous avez faite sur France Info du député en question, eh bien, nous allons lui expliquer exactement ce qui se passe pour essayer de le convaincre. Voilà exactement le fond de cette interview, et en faire quelque chose qui signifierait qu'il y a un mépris sur les matheux ou je ne sais quoi. Non, pas les matheux, les gens en général. Enfin, je veux dire, les adversaires. C'est les gens en général. Non, je veux dire, moi, il ne connaît pas. Moi, je ne sais pas ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est frappant. Lui, il déduit qu'il ne connaît pas, puis ça s'est vérifié, parce que lundi, avec Léa Salamé sur France Inter, l'autre jour, il s'est affirmé effectivement qu'il confondait un peu le régime public-privé, donc il ne connaissait pas très bien, en tout cas comme les syndicats le connaissent ou comme des salariés le connaissent, la question du code du travail, ce n'était pas injurieux de dire qu'on pensait pouvoir lui expliquer et on pensait pouvoir le faire changer d'avis. Je trouve que, imaginez qu'à un moment donné, vous fassiez changer d'avis un adversaire politique est quelque chose qui est tout sauf injurieux. Ah, ça, c'est c'est autre chose. Oui. Mais tout ça, c'est toujours très paradoxal, en fait, parce qu'il faut des gens neufs en politique, il ne faut pas cumuler les mandats, il faut que chacun retourne dans la vie professionnelle et même vienne de la vie professionnelle. Et en même temps, du coup, ce sont les politiciens professionnels qui donnent des leçons à ceux qui viennent d'arriver. Je trouve qu'on se mord un peu la queue, en fait. Enfin, des leçons, attendez, là, on a l'impression qu'on parle au-delà, en dehors de toute idée politique. En Marche a un projet, j'espère qu'on va en parler après, parce que là, on va agglutiner sur les petites affaires de ce qui est le code du travail, d'accord, qui est extrêmement grave, qui est une contre-révolution par rapport à ce qui a été gagné depuis un siècle en France sur la question de la protection par la loi du travail. Bon, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, à un moment donné, que des députés qui soient élus pour appliquer cette politique, on l'aborde de cette manière-là, pour dire qu'on va essayer de les convaincre que ce n'est pas une bonne loi, puisque beaucoup viennent de la société civile, notamment cette personnalité. Il y en a beaucoup d'autres qui ne viennent pas de la société civile, qui ont été recyclés du PS et de la droite, mais c'est autre chose. Bon, je veux dire, excusez-moi, mais je veux dire, c'est aussi notre fonction de député. Alors Jean-Luc le fait avec ces termes. Bon, manifestement, vous n'appréciez pas. Il y a quand même beaucoup de Français qui trouvent que parler net et parler un peu comme on parle dans la vie ordinaire n'est pas un problème. Mais je veux dire que essayer de convaincre un adversaire n'est pas un problème. Dans la vie ordinaire, on dit à la personne en face on peut traiter quelqu'un de matheux. Là, c'est devant des caméras. Ça va, Matheux, non, ça mais va. c'est pas le sujet. Vous dites, on parle comme ça dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, je peux vous dire quelque chose. Je vous le dis à vous. Là, il y a des caméras, il y a des médias. Vous n'allez pas me dire que c'est pas fait exprès. Oui, et
ça. Et c'est d'ailleurs, pas la vie ordinaire, c'est la vie médiatique. Voilà, et il le sait. C'est ça. Et Jean-Luc Mélenchon, non, il ne le sait pas. Jean-Luc Mélenchon s'exprime et ne pense pas forcément qu'on va... Attendez, ne pense pas forcément qu'on va prendre 40 secondes de ce qu'il est en train d'expliquer pour en faire l'affaire de la semaine, alors que l'affaire de la semaine aurait dû être le fait que nous rentrons à l'Assemblée pour combattre le Code du travail. Et ça passe à la trappe. Vous vous faites plus naïf que vous l'êtes. Mais oui, on est naïf un peu avec vous les médias. C'est vrai, non, je vous l'admets. Monsieur Mélenchon n'est pas naïf à certains moments, mais vous inquiétez pas. Oui, mais on est un peu naïf quand même, malgré tout, sachez-le. Voilà, on pense que quand il y a des médias autour de nous qui enregistrent pendant un quart d'heure quelque chose, ils ne vont pas prendre un point uniquement du discours pour en lancer une polémique. Mais nous avons tort. Et d'ailleurs, Jean-Luc est en train de se dire que finalement, il ne faudrait même plus qu'il fasse de points presse comme ça, puisque à un moment donné, on va prendre une phrase et que ça va devenir l'événement. L'événement, c'était qu'il y a un groupe France Insoumise de 17 députés qui rentrent à l'Assemblée. Bien sûr. Qui rentrent à l'Assemblée pour combattre la loi travail. Oui. Ça, on n'en parle pas, on parle du matheux. Alors qu'on devrait justement parler de la loi travail, qui va combattre le fait de transformer l'état d'urgence en loi. Et vous faites une polémique depuis une semaine sur cette question matheux. Excusez-moi, je trouve ça disproportionné et déconnecté des réalités du pays. Et justement, on enchaîne, Jean-Michel. Loi travail, oui, alors vous montriez tout à l'heure le journal Le Monde qui publie des extraits de ce que va être peut-être le projet du gouvernement. Vous y avez appris des choses ou vous saviez déjà ce qui était dans les tuyaux de Alors déjà, il y a une chose que j'observe, c'est que vous vous rappelez que la ministre, au moment où ça a été révélé dans le Parisien et dans le journal Le Monde, a dit que c'était des documents de travail qui n'avaient aucune réalité. Dans l'IB au départ. Oui, enfin bon. Il s'avère qu'en fait, c'est très ressemblant à ce qui est sorti. Bon, c'est la première chose. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'installer un barème des prud'hommes qui, du coup, banalise la question des licenciements qui ont à passer devant justement les prud'hommes. Il y a une deuxième chose quand même, qui est cette idée de CDI de projet, qui n'est rien d'autre que le retour du travail à la tâche. Le travail à la tâche, qui existe déjà dans le bâtiment et qu'on veut étendre à d'autres secteurs. Donc le travail à la tâche, on sait ce que c'est on vous emploie pour une tâche et puis bonjour, au revoir. Bon. Et là, c'est exactement ce qui est prévu. Et puis enfin, cette inversion des normes qui va aller manifestement sur des domaines encore plus étendus que la loi El Khomri, qui est une inversion totale du droit social du travail en France, puisque ça veut dire que la loi ne sera plus une base minimale qui protège tous les salariés. Vous qui êtes fier d'être devenu député, est-ce que vous respecterez le vote de l'Assemblée nationale ? Alors, vous savez, une démocratie, c'est un ensemble, toujours. C'est-à-dire que, par exemple, le droit de grève est dans la Constitution. Si le droit de grève est dans la Constitution, c'est qu'on estime que la question des mobilisations sociales, la question de l'expression à un moment donné populaire, fait partie de la démocratie. Et donc, nous soutiendrons les mobilisations qui auront lieu. Nous ne manquerons pas d'essayer même de participer à ceux qui les appellent, parce que ce que nous avons dit à M. Macron, c'est que quand vous êtes élu avec 15% des inscrits, il faut faire un petit peu attention à la profondeur des réformes que vous proposez. Et par exemple, effectivement, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il a raison. Je pense qu'il serait peut-être mieux inspiré de dire qu'au lieu de passer ça par des ordonnances en été, on fasse pourquoi pas un référendum sur cette question. Parce qu'on a bien compris qu'il y aurait des manifestations dans la rue, effectivement, dans ces cas-là. Vous l'avez dit, le droit de grève, évidemment, est autorisé. Mais qu'est-ce qui se passe si cette loi est votée à la majorité, puisqu'il y a un groupe majoritaire de la République ? Si elle est votée à la majorité et qu'elle finit par s'imposer, eh bien, quand nous gouvernons le pays, nous l'abolirons. Donc, quand le gouvernement, quoi ? Quand nous gouvernerons le pays, nous reviendrons sur cette loi. Ah d'accord, donc pas la manifestation alors. Mais si, non, il faut attendre que vous soyez vous n'avez pas très bien majoritaire. compris. Nous ferons tout pour faire en sorte que cette loi ne passe pas. Nous défendrons mètre par mètre la question du Code du travail. Il y aura des manifestations, nous les appuierons, nous serons dans les manifestations, nous travaillerons en même temps à l'Assemblée. Je vous rappelle qu'il est arrivé que des lois, par exemple le CPE ou la loi Devaquet, soient toutes prêtes de passer et que finalement, par rapport à des mobilisations qui montrent qu'elle n'est pas majoritaire, elle ne passe pas. Il n'y a que M. Valls qui a recours au 49.3 à répétition pour passer ça en force. Merci beaucoup. On se retrouve vraiment dans une minute. Il est 8h51. Édouard Marguet pour l'essentiel. Après l'attentat raté sur les Champs-Élysées, on a eu une bonne étoile au-dessus de nos têtes, raconte un des gendarmes qui a maîtrisé le terroriste. Témoignage sur France Info ce matin. Le militaire était à l'intérieur du fourgon sur lequel le terroriste a foncé avec sa voiture sans faire de blessés lundi dernier. L'enquête sur l'attribution du marché de l'eau potable à Marseille semble avancer. 2 personnes placées en garde à vue hier, soupçonnées de favoritisme. La présidente Les Républicains du département, Martine Vassal, et le président de la Société des Eaux. Un sursis espéré pour les salariés de GMS, l'équipementier automobile creusois menacé de liquidation judiciaire. Une nouvelle audience au tribunal de commerce de Poitiers ce matin. La justice pourrait donner un nouveau délai après l'arrivée d'un potentiel repreneur. L'avenir des 277 emplois est dans la balance. Aucun citoyen européen ne sera forcé à partir du Royaume-Uni après le Brexit. La première ministre Theresa May le promet. La chancelière allemande Angela Merkel estime que c'est un bon début dans les négociations. Et puis en voile, il y a 5 minutes tout juste, Nicolas Luneven a remporté la 48e solitaire du Figaro. Cette 4e et dernière étape se terminait à Dieppe.
France Info. L'émission politique de France Info se poursuit avec Éric Coquerel ce matin et la question de Gilles Bernstein. Oui, une autre polémique qui concerne l'une des députées de la France Insoumise, Danielle Obono, qui a été élue dimanche dans le 18e arrondissement de Paris. Invitée de l'émission Les Grandes Gueules mercredi, elle a été interrogée sur une pétition qu'elle avait signée en 2012 avec, semble-t-il, un dénommé Éric Coquerel. Eh bien, on va écouter cet extrait d'émission, on en parlera après. Vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson la liberté d'expression de ces artistes, oui. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites « Vive la France » C'est pas... Pourquoi non, mais Vive la France Vive la France, parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Alors, est-ce que, comme elle, dire « Nique la France » ne vous pose pas de problème, mais dire « Vive la France » vous paraît compliqué? J'ai vu que Jean-Michel Apathy avait tweeté, d'ailleurs, sur cette question. Tweeté, oui. Ouais. Si vous voulez lire le tweet, d'ailleurs, c'est un tweet. Non, je l'ai vu. Non, parce que c'est pas un tweet très... Là, c'est moi qui vous pose la question. Je vais vous lire un texte. Répondez-moi. Être né sous le signe de l'Hexagone, on ne peut pas dire que ce soit abondant. Si le René perd son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Je veux dire simplement que je resitue l'appel. 2012. L'appel date de 2012. Nous l'avons signé avec Noël Mamère, Eva Joly, Olivier Besancenot, Danielle Obono, Clémentine Autain et moi-même dans Les Inrecuptibles. Il s'agissait de dire que c'était face à la Griffe, qui est une association d'extrême droite qui voulait censurer cette chanson. Et nous disions à ce moment-là que dans la tradition pamphlétaire des chansons françaises, que ce soit Renaud que je viens de citer, Ferré et autres, c'était étonnant qu'on s'en prenne au groupe Z. Attendez, je vais vous répondre, je vous resitue. Au nom de la liberté d'expression, nous défendions donc le fait de le dire. Moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis 2012, ni moi, ni Olivier Besancenot, ni Noël Mamère, on nous ait jamais parlé de cette affaire. Et Danielle Obono, on lui en parle. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'on lui parle. Parce qu'elle est noire. Voilà la réalité. Je pense qu'il y a un racisme patent dans ce qui a été fait. Je suis totalement solidaire de Danielle Obono sur ce qui est là. Moi, je ne fais pas des... comment dire, il y a quelque chose d'absolument insupportable au fait d'estimer qu'une personne, parce qu'elle est noire, on lui demande de crier la France. Moi, on ne me l'a jamais demandé. On n'a pas de leçon, j'allais dire, à donner sur notre patriotisme républicain. Nous l'avons toujours, c'est dans notre programme, donc c'est dans le programme de Danielle Obono. J'aimerais comprendre pourquoi c'est Danielle Obono qui, justement, se retrouve dans cette accusation. Manifestement, elle a du mal à dire « Vive la France ». Mais non, c'est pas qu'elle a du mal, c'est qu'elle estime... Non, vous vous trompez. C'est pas qu'elle a du mal à dire « Vive la France ». Danielle, on chante la Marseillaise ensemble à la fin des discours, c'est pas du tout le problème. C'est le fait de se demander pourquoi on lui demande à ce moment-là de crier « Vive la France ». Pourquoi on ne me le demande pas moi? Pourquoi on déterre une affaire de 2030? Pourquoi on a fait... Non, mais attendez. Allez-y, dites « Vive la France ». Vous êtes pour la République unie indivisible, dites-le. Moi, je suis pour la République unie indivisible. Non, mais c'est pas le problème. Il est journaliste, une personne publique. Je suis pour la République une et indivisible. D'accord, vous êtes pour la République une et indivisible. Et ben moi, je suis pour le patriotisme républicain. Donc vous dites vive la France. Nous se faire obliger. Surtout que là, maintenant, ça tombe sur moi parce qu'il y a eu Danielle Obono. Donc là, vous en sortez avec des. Oui, mais là, vous ne le dites pas. Mais vous ne le dites pas. Non, mais si. Je vous dis qu'on est attaché au patriotisme républicain. Mais ce qui a été fait à Danielle, bizarrement, ça n'a été fait à aucun d'entre nous. Et je renvoie à vos auditeurs, qu'on ne va pas pouvoir en parler longtemps, à l'article de Libération qui démontre tout à fait cette question. Je dis qu'il y a derrière ça une espèce de paternalisme et de racisme ambiant qui n'est pas bon et qui a été fait parce que Danielle est noire. Ça échappe à personne puisqu'on la voit maintenant sur les images. On ne m'aurait jamais posé la question. Allez, voilà la réalité. Dernier extrait qui a beaucoup étonné Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et qui s'étonne que le drapeau européen soit présent aux côtés du drapeau français. On regarde. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, mais attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie, là. Je comprends pas. Ce truc n'est pas constitutionnel. Voilà, il y a peu, Marine Le Pen avait... On ne va pas vous demander de crier Vive l'Europe. Non, c'est la totale. Je pensais qu'on allait parler de l'état d'urgence dans les minutes qui restent. Allons-y, parlons de ça. Marine Le Pen avait demandé dans une émission à TF1 à ce qu'on retire le drapeau européen, sinon elle n'y participerait pas. La comparaison avec Marine Le Pen, je la voyais venir. Allez-y. TF1 y avait consenti. Là, vous demanderez le retrait du drapeau européen? Écoutez, là, c'est une réflexion de Jean-Luc Mélenchon par rapport au fait une réaction sur le drapeau européen dans une assemblée française. Est-ce que vous demanderez le retrait du drapeau européen? Enfin, à ma connaissance, on ne va pas le demander. Vous allez siéger avec le drapeau européen dans l'hémicycle? Si c'est les règles de cet hémicycle à ce moment-là, on ne va pas en faire une affaire. Mais par contre, on a le droit d'observer qu'on se demande pourquoi le drapeau européen est là, et pourquoi surtout dans une aparté comme ça. Voilà. J'ai pas compris la Vierge. Pourquoi il parle de la Vierge Marie? On dirait la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris.
j'en sais rien. Non, parce que la bonne mère à Marseille... Oui, enfin, je vais pas, excusez-moi, je vais pas... Enfin, je regrette, il me reste 3 minutes, j'aurais voulu parler de l'état d'urgence transformé en loi, ça aurait été intéressant. Donc je vais commenter toute phrase qui, à un moment donné, sont des phrases qui sont lancées. Il nous arrive de faire les questions. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Vous remarquez que j'y réponds mais tout à fait. Oui, vous y répondez tout à fait. Avec bonne volonté, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne vous dessert pas quelquefois? Ah, ça y est. Ah non, vous n'avez pas recommencé. Non, franchement, je me suis retrouvé ici à Question Politique avec une journaliste qui me demande si ça ne me pose pas de problème de militer avec Jean-Luc Mélenchon. Non, ça ne nous dessert pas, parce que je pense que Jean-Luc est le meilleur tribun qui représente notre programme L'Avenir en commun. Et d'ailleurs, il y a 19% de Français qui l'ont considéré ainsi et qui l'ont élu largement à Marseille, n'en déplaise à certains journalistes. 19% de votants. Vous avez raison, 19% de votants. J'espère que vous rappellerez toujours ça à tout le monde. Emmanuel Macron pour lui imposer ses lois systématiquement à tout le monde. Très bien. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à tous et on se retrouve lundi.